Le premier colloque international de biosciences et développement en Afrique, dénommé CIBIODA, se tient en ce moment à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan avec pour thème Recherche et innovation pour un développement durable. Les sciences biologiques au service des sociétés africaines du 2 au 4 novembre 2022. Ce premier colloque panafricain réunira une diversité d'universités panafricaines, des chercheurs, les structures de recherche et plusieurs autres partenaires œuvrant au développement durable du continent à travers les sciences biologiques. Devant la diversité, l'étendue et la complexité des enjeux pluriels et souvent très spécifiques pour une solution globale, les sciences biologiques apparaissent ainsi comme un atout décisif pour la résolution des enjeux de développement durable du continent africain. La question majeure est donc de savoir comment répondre à ces besoins au quotidien sans compromettre les capacités des générations futures à assurer le moment venu. Toute la communauté réunie s'attellera à donner une réponse à cette préoccupation durant ces 3 jours de réflexion. Ici, comme vous pouvez le constater, les exposants présentent leurs structures et les recherches menées respectivement. Le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire est partenaire de l'événement. Nous sommes un partenaire historique de l'UFR Biosciences avec qui nous avons une collaboration de longue date. Donc il était tout à fait logique que nous associons notre image à l'organisation de cet important événement qui rentre en droite ligne de la mission du Centre suisse, à savoir la recherche en partenariat pour le développement durable en Afrique subsaharienne. Le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, c'est comme son nom l'indique, une institution de recherche. Cette institution a été établie en Côte d'Ivoire depuis 1951, c'est-à-dire avant même l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous avons 70 ans d'existence en Côte d'Ivoire, 70 ans de recherche en partenariat pour le développement durable dans le domaine de la biodiversité, dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la santé animale comme santé humaine et aussi la santé de l'environnement, et finalement dans le domaine de l'assainissement et de la gouvernance de façon transversale. Nous sommes sous la double tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire et de son homologue en Suisse, c'est-à-dire le secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation en Suisse. Donc, établi depuis 1951 en Côte d'Ivoire, le Centre suisse a connu des développements à la fois au niveau de ses thématiques de recherche et au niveau, on va dire, de son statut même en Côte d'Ivoire. Donc initialement, c'était une station de recherche pour permettre aux chercheurs de l'Académie suisse des sciences naturelles de mener des recherches en milieu tropical, particulièrement dans le domaine de la biodiversité, biodiversité animale et biodiversité végétale. Au fil du temps, nous avons diversifié nos axes de recherche pour aborder les questions de santé animale, ensuite les questions de sécurité alimentaire, donc agriculture de façon large, et ensuite la question de santé humaine, enfin la question d'assainissement et la question de gouvernance. Parallèlement à ce développement thématique, le statut a changé. Nous sommes passés d'une station de recherche à une plateforme de coopération nord-sud. Donc ce n'était plus que des chercheurs suisses qui devaient mener des recherches en milieu tropical, mais c'était des chercheurs du nord tout simplement, c'est-à-dire de toute l'Europe, des États-Unis et d'une partie de l'Asie qui utilisaient la plateforme Centre suisse pour être opérationnels immédiatement dès leur arrivée en Côte d'Ivoire. Et ayant commencé à intégrer des chercheurs ivoiriens dans les différents parcours, nous avons obtenu à un certain moment donné une masse critique de chercheurs ivoiriens qui avaient besoin de continuer de s'exprimer dans la recherche une fois leur doctorat obtenu par exemple. Et pour leur permettre de continuer de s'exprimer dans la recherche, le Centre suisse a procédé à une nouvelle mutation qui est de se transformer en véritable centre de recherche avec ses propres agendas de recherche, avec ses propres plans stratégiques. Dans la foulée, nous avons signé une convention avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l'inclure dans les organes de gouvernance de l'institution. Donc d'une gouvernance à 100% suisse, nous sommes passés à une co-gouvernance Suisse-Côte d'Ivoire. Donc nous sommes dans le fait un centre ivoiro-suisse. Nous gardons le nom Centre suisse de recherche scientifique pour des raisons purement techniques. Il y a bien entendu des perspectives. J'ai dit notre credo, c'est la recherche en partenariat pour le développement durable. Donc ça veut dire qu'il y a des domaines qui sont relativement orphelins qu'il va falloir développer en Côte d'Ivoire. Donc nous allons par exemple acquérir très prochainement un microscope électronique qui va permettre de révolutionner les recherches dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine de la biologie animale, comme de la biologie végétale, etc. C'est un outil dont certaines institutions de recherche disposaient en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui
aujourd'hui n'existe qu'un seul Microsoft Electronics en Côte d'Ivoire et c'est une structure qui s'occupe plutôt de l'exploitation pétrolière. Et donc, qu'une structure de recherche pluridisciplinaire, voire transdisciplinaire, dispose d'un tel outil, ça va être un atout majeur pour booster la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Et nous allons développer les essais cliniques. C'est aujourd'hui, on va dire, un axe majeur du développement de la recherche dans le monde. Faire des essais cliniques pour permettre d'améliorer les diagnostics ou la prise en charge de certaines maladies émergentes ou réémergentes. Nous allons continuer d'accentuer nos recherches dans le domaine de la biodiversité parce que la conservation de la biodiversité reste le socle du développement durable. Un appel à plus de solidarité, plus de recherche de synergie entre institutions du Sud. Aujourd'hui, pour être compétitif, il nous faut intégrer des réseaux internationaux. Et il est important que nous soyons dans cette dynamique-là avec un nombre grandissant d'institutions du Sud. La coopération Sud-Sud, c'est celle qu'il faut parce que c'est comme ça qu'on va endogénéiser la production de connaissances en Afrique. Dans le cadre de nos activités au sein de l'UFR Biosciences, nous cherchons à lutter contre les maladies et les ravageurs des plantes cultivées. Et c'est ainsi que dans nos activités de recherche, nous avons pu mettre au point un certain nombre de produits que nous appelons des biopesticides pour lutter contre ces maladies-là, ces maladies et ces ravageurs. Alors, en 2014, nous avons eu un brevet d'invention sur le NECO, qui était le premier produit que nous avons mis en point. Ensuite, en 2018, nous avons eu 5 brevets d'invention sur 5 produits différents. Et en 2021, un brevet sur un autre produit. Alors, quand nous avons fait les tests grandeur nature avec les producteurs, nous avons pu faire homologuer 4 produits pour lutter contre les maladies du bananier, notamment la cercosporose noire du bananier, 4 produits pour lutter contre l'anthracnose, la bactériose et le scab au niveau de la mangue, et 2 produits pour lutter contre la pourriture brune des cabosses de cacao. Aujourd'hui, ces produits-là sont à la disposition des producteurs qui peuvent passer des commandes au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny pour s'approvisionner. Nous avons remis ces produits-là à certains producteurs de cacao, bien sûr, et qui, au jour d'aujourd'hui, sont sortis premiers producteurs de cacao au niveau mondial par l'utilisation de toutes ces technologies que nous avons pu développer. Ici, donc, vous avez un des produits homologués sur le cacao, qu'on appelle le Astone 50 EC pour lutter contre la pourriture brune des cabosses de cacao. Alors le deuxième produit qui est homologué pour lutter contre la pourriture brune des cabosses de cacao, comme vous le constatez sur l'image là, c'est le NECO. Au niveau de la mangue, nous avons développé également le NECO 50 EC pour lutter contre l'anthracnose, le scab et la bactériose. Le Progali 50 EC a été mis au point pour lutter contre la maladie des raies noires du bananier, qu'on appelle la cercosporose noire du bananier. D'autres produits ont été mis au point également. Ici, vous avez le FK 50 EC pour lutter contre la maladie des raies noires du bananier également. Le Progali 50 EC également pour lutter contre les maladies fongiques et bactériennes au niveau de la mangue. Ici, vous avez le Astone 50 EC également pour lutter contre la maladie des raies noires des bananiers. Le CNRA, en plus de la direction générale, renferme 5 directions régionales, dont celle de Bouaké, où je suis issu. Et à Bouaké, nous avons 6 programmes de recherche, dont celle du programme culture maraîchère et potillagineuse, qui fait la recherche sur les légumes et tout ce qui est riche en protéines. Et aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre du colloque de biosciences. Et nous allons présenter plusieurs thématiques, dont la première thématique va porter sur la promotion du haricot commun, pour contribuer un tant soit peu au changement des habitudes alimentaires de la population ivoirienne. Parce que le haricot, c'est ce qu'on appelle la viande du sol, car étant très riche en protéines. Ensuite, le deuxième thème va porter sur la production de la tomate selon les méthodes agroécologiques pour améliorer non seulement la qualité de la production, mais également la quantité.
Ensuite, le troisième thème va porter sur les associations culturelles avec la tomate pour pouvoir contrôler les ravageurs. Donc ce sont ces trois thèmes-là que nous sommes venus présenter aujourd'hui au colloque organisé par UFR Biosciences. Quelles sont les zones de production et quel est l'état des lieux? Qu'est-ce qui était et qu'est-ce que, avec la richesse, qu'est-ce que le CNRA a apporté? Merci Madame la communicatrice. Pour la petite histoire, retenez que le haricot, il est essentiellement produit au nord de la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, le haricot est en voie de disparition pour deux raisons. La première raison, c'est que les variétés qui étaient cultivées par nos parents étaient des variétés qu'on devait tutorer. Et ça faisait un travail supplémentaire pour nos parents. Deuxièmement, le temps de cuisson était trop long. Nos mamans prenaient toute la nuit pour faire cuire ce haricot. Et c'est pour remédier à cette question que nous avons mené des recherches. Pour non seulement trouver des variétés qui sont érigées, qui ne sont pas rampantes, qui n'ont pas besoin d'être tutorées. Aujourd'hui, en 2 heures, vous avez votre haricot qui est cuit et prêt pour la consommation. Et les variétés qui ont été sélectionnées par le CNRA sont particulièrement riches en protéines, en magnésium et en calcium et en fer, qui sont les sels minéraux essentiels pour le maintien de la santé de l'individu. Retenez que ces sels minéraux que je viens d'évoquer sont les principaux sels minéraux qui constituent le premier médicament, la première défense même pour l'organisme humain. Ouais. Ok docteur, au niveau de la tomate, qu'est-ce qui a été fait pour pouvoir améliorer le rendement et la qualité? Merci Madame la communicatrice. Je dois vous dire que déjà au niveau de la tomate, la situation est très alarmante. Parce que compte tenu des changements climatiques, on a eu de nouveaux insectes émergents, en plus des anciens qui existaient. L'ancien, c'est la mouche blanche, Bemisia tabaci, qu'on connaît, qui est vecteur de maladies virales. Et ensuite, du fait du changement climatique, on a eu l'apparition de Tuta absoluta, de cette mineuse qui détruit complètement les rendements de la tomate. Et pour contrôler ces différents insectes, les producteurs ont été amenés à utiliser de façon intempestive et abusive les pesticides, ce qui a détérioré vraiment la qualité de la tomate. Donc la tomate est devenue dangereuse non seulement pour le consommateur, mais également pour l'environnement. Donc ce que le CNRA a fait, nous avons mis en place des méthodes agroécologiques pour diminuer l'utilisation des intrants agricoles, les pesticides et les engrais chimiques de synthèse. Donc il y a des méthodes agroécologiques. Par exemple, il y a la question des filets anti-insectes que nous avons utilisés qui permettent de contrôler ces deux ravageurs dont je viens de vous parler. Et les résultats ont été très intéressants. Maintenant, nous sommes à un niveau économique pour voir est-ce que le producteur, en utilisant ces méthodes qui ont été mises en place, pourra avoir un retour sur investissement. Ça a été déjà fait. Dans un second temps, on a mis en place des expérimentations qui nous ont permis de faire des associations culturelles, associer la tomate à d'autres cultures pour pouvoir contrôler les insectes. Et je dois vous dire à ce niveau, on a eu aussi de bons résultats qu'on pourra diffuser au niveau des producteurs. Docteur, oui. Quelle autre méthode le CNRA met à la disposition des producteurs pour améliorer leur rendement? Merci madame. En plus de ce qui a été déjà énuméré, on doit dire que le CNRA a mis à la disposition des producteurs des itinéraires techniques pour la production de la tomate. Et on doit l'avouer, ces techniques ne sont pas encore tout à fait adoptées. Et c'est le lieu de lancer un appel à nos parents producteurs que les itinéraires techniques sont disponibles au CNRA. Que ce soit en ligne ou quand nous nous rendons visite, on pourra leur mettre à la disposition ces itinéraires techniques-là pour améliorer un tant soit peu les rendements de la tomate.